Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques mois que mon mariage avec Élodie était en danger, j'aurais ri. 11 ans ensemble, 11 ans à affronter les tempêtes et à savourer les accalmies. Elle était mon ancre, ma certitude, celle avec qui je pensais finir ma vie. Mais parfois, les certitudes volent en éclats en un instant. Tout a changé le soir de notre anniversaire de mariage, une soirée que je croyais ordinaire, un moment de célébration comme tant d'autres. Et pourtant, ce fut le début de la fin. La maison était baignée dans une lumière tamisée, une bouteille de vin ouverte sur la table, des bougies vacillant sous un souffle invisible. Élodie portait une robe noire que je n'avais pas vue depuis longtemps, celle qui épousait ses formes à la perfection. Son sourire était doux, complice. Tout semblait naturel, sincère. Nous avons dîné, ri en évoquant de vieux souvenirs, échangé ces regards qui rappellent pourquoi deux personnes ont choisi de partager une vie. C'était parfait. Jusqu'à ce qu'elle se lève pour monter à l'étage. Je suis resté seul quelques instants, profitant du silence, savourant cette sensation d'intimité retrouvée. Puis j'ai pris mon téléphone, machinalement, pour changer la musique. Et là, mon sang s'est glacé. Une notification était apparue, une image floue que mon esprit a mis quelques secondes à interpréter. Une photo d'Élodie. Son sourire lumineux, son regard tendre, mais pas pour moi. Elle embrassait un autre homme. Ses mains autour de sa nuque, les siennes posées sur sa taille, trop proches, trop intimes. Je suis resté figé, incapable de détourner les yeux. Mon cœur battait à tout rompre, mes doigts se resserraient autour du téléphone. Chaque fibre de mon être cherchait une explication rationnelle, une illusion, un malentendu. Mais il n'y en avait pas. L'image parlait d'elle-même. Une trahison en un cliché. J'ai entendu ses pas dans l'escalier. Je me suis forcé à respirer, à ne pas laisser la colère prendre le dessus. Lorsqu'elle est réapparue, un plateau à la main, nos regards se sont croisés, et dans le sien, j'ai vu l'éclair de panique. Elle savait. Elle savait que j'avais vu. Le temps s'est ralenti, étiré, chaque seconde pesait une tonne. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai attendu qu'elle parle. Mais rien. Juste ce silence qui s'installait entre nous, glacial, insupportable. Finalement, d'une voix tremblante, elle a murmuré un nom. Thomas. Un collègue, a-t-elle ajouté, comme si cela suffisait à minimiser l'évidence. Un simple collègue. Pourtant, il savait des choses sur elle que je ne savais plus. Il avait son attention, son sourire, ce regard qu'elle ne me réservait plus. Je voulais comprendre. Je voulais lui demander pourquoi, comment, depuis quand. Mais au fond, je connaissais déjà les réponses. On ne trahit pas quelqu'un par accident. On ne finit pas dans les bras d'un autre sans l'avoir décidé, consciemment ou non. Elle a parlé d'égarement, d'un besoin de se retrouver, d'un moment de doute. Chaque mot était une lame de plus enfoncée dans ma poitrine. Elle a dit qu'elle m'aimait toujours, que cela ne voulait rien dire, que c'était une erreur. Mais l'amour ne fait pas d'erreur de ce genre. L'amour ne cherche pas ailleurs ce qu'il a déjà, sauf s'il ne l'a plus vraiment. J'ai reculé lorsqu'elle a voulu me toucher. Son contact me brûlait. Elle a pleuré, elle a supplié, mais je n'avais plus la force d'écouter. Quelque chose s'était brisé, irrémédiablement. Je suis monté, le cœur en vrac, chaque marche me paraissant plus lourde que la précédente. Dans notre chambre, j'ai ouvert l'armoire et pris une valise. Je n'avais aucun plan, aucune destination. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. Quand je suis redescendu, Élodie était là, au pied de l'escalier, détruite. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne disait rien. Que pouvait-elle dire de toute façon? Il n'y avait plus de mots assez forts pour recoller ce qui avait explosé en 1000 morceaux. Je l'ai regardée une dernière fois. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Ne me dérange pas. Ma voix était calme, presque détachée. Elle a voulu protester, mais j'ai secoué la tête. Non, Élodie. Pas ce soir. Je suis passé à côté d'elle et j'ai refermé la porte derrière moi. J'ai tourné la clé, non pas pour me protéger d'elle, mais pour me protéger de ce qui était en train de me submerger. Allongé sur le lit, je fixais le plafond, incapable de penser à autre chose qu'à cette foutue image. Ce moment capturé qui résumait la fin de mon mariage en une fraction de seconde. Au petit matin, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Elle n'a pas frappé à la porte. Je ne l'ai pas cherchée. J'ai simplement pris mon téléphone et ouvert mon ordinateur,
cherchant désespérément à occuper mon esprit. Mais c'était peine perdue. Une notification est apparue sur mon écran. Une invitation à un groupe privé sur les réseaux sociaux. Un nom étrange, quelque chose comme chemin vers une relation épanouie. Je l'ai presque ignoré, mais un détail a attiré mon attention. Le groupe était rempli de publications sur l'ouverture du couple, sur la découverte de soi à travers d'autres expériences. Je n'aurais jamais prêté attention à ce genre de choses en temps normal. Mais là, je savais que ce n'était pas un hasard. En parcourant les publications, une phrase a retenu mon attention, seul celui qui ose sortir des sentiers battus peut découvrir la vérité sur sa relation. Une nausée m'a envahi. Était-ce ça, l'expérience dont elle parlait? Était-ce prémédité? Avait-elle prévu de m'annoncer un jour que notre couple devait évoluer sous prétexte d'exploration? Je refermai l'écran brutalement. Peu importe la réponse. Ce que je savais, c'était que le passé que nous avions partagé n'existait plus. Que je n'étais plus sûr d'avoir envie de connaître l'avenir. La seule chose dont j'étais certain, c'était que je n'étais plus le même homme que la veille. Mon estomac se serra tandis que je tentais de garder une respiration calme. Tout cela sonnait comme l'une de ces théories pseudo-philosophiques qui paraissent séduisantes sur le papier mais ne tiennent jamais dans la réalité. Pourtant, ma main tremblante accepta l'invitation et, en quelques clics, je plongeai dans un monde que je n'aurais jamais cru effleurer. C'était une réalité parallèle, une communauté où des dizaines de personnes racontaient fièrement comment elles avaient épanoui leur couple en explorant d'autres partenaires. Certains imposaient des règles strictes, d'autres prônaient une totale liberté. Mais un message revenait sans cesse, l'ouverture est la clé de l'amour véritable. Un nom revenait souvent, Laurent. Il semblait être une sorte de mentor, un guide pour ceux qui hésitaient encore à franchir le pas. Les membres louaient ses enseignements, son don pour aider les autres à se libérer de leur peur. En scrollant, je tombais sur une série de photos. Des rencontres, des ateliers, des séminaires sur le développement personnel. Et au milieu de ces images, une silhouette familière attira mon regard. Léa. Mon souffle se coupa. Elle était là, debout à côté de Laurent, un sourire éclatant sur le visage. Une posture qui trahissait une intimité bien trop évidente. Je cliquai sur son profil dans le groupe. Il était rempli de publications que je n'avais jamais vues. Des commentaires sur nos problèmes, sur son sentiment d'être enfermé, sur la découverte de nouvelles perspectives. Mais ce fut un message en particulier qui me coupa les jambes. Antoine ne comprendra jamais. Il n'est pas prêt pour ça. Mais je dois le faire? Pour moi. Pour nous. Peut-être qu'un jour, il verra que c'était aussi la meilleure chose pour lui. Une vague de colère monta en moi. Léa n'avait pas fait une erreur de parcours. Ce n'était pas un accident, une faiblesse passagère. C'était un choix. Un choix prémédité, soigneusement réfléchi, dans lequel je n'étais qu'un obstacle à contourner. Je refermai brutalement l'ordinateur et me mis à faire les 100 pas. J'avais été trahi, pas seulement par elle, mais par cette idéologie insidieuse qui s'était infiltrée dans notre vie. Ce n'était plus une simple infidélité. C'était une destruction méthodique de tout ce que nous avions bâti ensemble. Le soir même, je la confrontai. Je posai mon téléphone devant elle, ouvert sur ses publications. Son visage se figea. Un silence pesant s'installa. Puis, lentement, la peur dans ses yeux se mua en une étrange détermination. « Antoine, tu dois essayer de comprendre. » Je l'interrompis net. « Ce que je dois comprendre, c'est pourquoi tu as cru que tu pouvais décider seul de notre mariage. Pourquoi tu as fait de moi un figurant dans ma propre vie. Je ne voulais pas te blesser, murmura-t-elle. Je voulais juste voir si ça pouvait nous aider avant de t'en parler. Et c'est ça, ton idée de l'amour? » Ma voix tremblait sous la rage contenue. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais parlé avec moi. Au lieu de ça, tu as invité un étranger à détruire notre couple. Elle éclata en sanglots, mais je n'éprouvais plus la moindre compassion. Il n'y avait plus rien à sauver. Les jours suivants furent une torture. Léa tenta de faire comme si tout pouvait redevenir normal. Elle cuisinait mes plats préférés, me posait des questions sur ma journée, me regardait avec cet air suppliant, espérant peut-être que j'oublierais tout. Mais quelque chose en moi s'était brisé, irréparablement. Une nuit, je pris ma décision. Je passais des heures à chercher des avocats spécialisés en divorce, à lire des avis, à planifier chaque étape. Quand je trouvai enfin le bon, son ton fut direct.
Antoine, soyons clairs. Votre femme n'a pas seulement brisé votre confiance. Elle a intentionnellement mis en place un système pour vous exclure de votre propre mariage. Nous devons documenter chaque détail. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je savais qu'il avait raison. Et c'est là que je pris une décision encore plus radicale, engager un détective privé. David. Un homme discret, précis, qui posait peu de questions. Je trouverai la vérité, me promit-il en me serrant la main. Mais préparez-vous à ce qu'elle soit encore pire que ce que vous imaginez. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Léa continuait à faire semblant, ignorant la tempête qui se préparait. Pendant ce temps, j'installais des caméras discrètes dans la maison aux de minuscules dispositifs, placés stratégiquement. Une dans la lampe du salon. Une autre derrière l'étagère à épices. Une dernière, cachée dans une vieille horloge de notre chambre. Et il ne fallut pas longtemps pour que David me livre ses premiers résultats. « J'ai quelque chose pour vous », me dit-il au téléphone. Quand j'arrivai à son bureau, il posa une enveloppe devant moi. À l'intérieur, des photos. Léa et Laurent, assis dans MON Salon. Ils riaient, partageant un verre de vin. Et puis, sa main sur son genou. Puis il ouvrit son ordinateur. Il lança une vidéo. L'horloge de notre chambre avait tout enregistré. Laurent s'approcha d'elle. Elle ne le repoussa pas. Au contraire. Elle lui rendit son baiser, avec une intensité qui me coupa le souffle. Je fermai les yeux un instant, le cœur au bord de l'explosion. Ça suffit, murmurai-je. J'avais toutes les preuves qu'il me fallait. Les jours suivants, je sauvegardai tout sur plusieurs disques durs. Léa continuait à sourire, inconsciente du tsunami qui approchait. Une nuit, elle vint s'asseoir près de moi sur le canapé. « Antoine, on peut surmonter ça. » Je la fixai. Pour la première fois, je ne ressentais plus rien. Ni amour, ni colère. Juste un immense vide. J'ai besoin de temps, dis-je simplement. Mais au fond, je savais que le temps de décider était terminé. Le pire, c'est que je pensais que Léa ne pouvait pas tomber plus bas. Je me trompais. Quelques jours après lui avoir annoncé ma volonté de divorcer, tout bascula. Un matin, à 8 heures précises, on frappa à la porte. 2 policiers se tenaient là. Antoine Dubois, demanda l'un d'eux. Oui. L'autre me tendit un document. Vous êtes sous le coup d'une ordonnance restrictive. Vous n'avez plus le droit d'approcher votre femme ni votre fils, jusqu'à nouvel ordre. Le sol se déroba sous mes pieds. Quoi? Léa a déposé une plainte pour violence conjugale. J'eus un rire amer. Un rire de fou. Moi, violent? Moi qui n'avais jamais levé la main sur elle? Tout ça est un mensonge, soufflai-je. Ça sera à la justice d'en décider, répondit le policier d'un ton neutre. Je restai là, abasourdi, regardant les forces de l'ordre s'éloigner. Léa ne voulait pas seulement me trahir. Elle voulait m'anéantir. Mais elle avait sous-estimé une chose, je n'étais pas du genre à abandonner. David trouva vite la faille. Une vidéo, captée par mes propres caméras, où Léa disait à une amie, « S'il croit qu'il peut m'échapper, il se trompe. Je vais lui prendre son fils. Il perdra tout. » Quand je vis cette preuve, je compris que la guerre venait seulement de commencer. Et cette fois, je ne comptais plus reculer. Quand j'ai vu cette vidéo, un mélange de triomphe et de douleur m'a envahi. Triomphe, car je savais que ces mensonges allaient enfin être dévoilés. Douleur, parce que la femme que j'avais aimée, que j'avais défendue et protégée, s'était retournée contre moi avec un sang-froid terrifiant. J'avais maintenant la preuve irréfutable que Léa avait tout orchestré, non seulement pour me tromper, mais pour me détruire. Avec ces enregistrements en main, je me suis rendu directement chez mon avocat. Je les ai posés sur son bureau sans un mot. Il les a visionnés en silence, hochant lentement la tête. C'est la clé, ai-je soufflé. Avec ça, on prouve qui elle est vraiment. Il a relevé les yeux vers moi, son regard grave. C'est un tournant décisif, Antoine. Mais ne vous faites pas d'illusions, elle ne se laissera pas faire sans combattre. Je le savais. Léa avait déjà prouvé qu'elle était prête à tout pour arriver à ses fins. Elle m'avait accusé de violence, m'avait privé de mon fils, manipulé notre entourage pour se faire passer pour la victime. Mais cette fois, c'était elle qui allait devoir faire face aux conséquences. Je n'allais pas la laisser gagner.
Le procès s'annonçait tendu. Dans la salle d'audience, l'air était chargé d'électricité. Léa était assise à l'autre bout de la pièce, entourée de son avocat et de quelques proches venus la soutenir. Moi, je restais droit, concentré, les preuves soigneusement classées devant moi. Mon cœur battait fort, mais pas par peur ou par rage contenue. Il était temps que la vérité éclate. L'avocat de Léa prit la parole en premier. Son discours était affûté comme une lame. Il dépeignit un portrait de moi qui me donna presque le vertige, un mari tyrannique, manipulateur, violent. Léa, assise à côté de lui, jouait parfaitement son rôle. Son visage était fermé, ses yeux embués de larmes, sa respiration saccadée, comme si elle était profondément traumatisée. La performance était impressionnante. Puis vint le tour de mon avocat. Sa voix était calme, posée, mais chaque mot portait un poids écrasant. Il déroula les preuves avec une précision chirurgicale. D'abord, les photos et vidéos prises par David, mon détective privé. Elle montrait Léa et Laurent, riant ensemble dans MON Salon, partageant des verres de vin, s'embrassant sans retenue. Un murmure parcourut la salle. Léa blêmit. Son avocat s'agita légèrement, cherchant une riposte. Puis vinrent les enregistrements téléphoniques. L'extrait le plus accablant résonna dans la salle comme un coup de tonnerre, « Je vais faire en sorte qu'ils perdent tout, même Gabriel. » Une phrase prononcée par Léa à une amie, sans ambiguïté possible. Son masque se fissura. Ses mains tremblaient sur ses genoux, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle savait que cette fois, elle ne pouvait plus manipuler la situation. David fut appelé à témoigner. Il parla avec une précision implacable, détaillant ses observations, les rencontres de Léa avec Laurent, la stratégie qu'elle avait mise en place pour me salir. Son témoignage était béton. Mon avocat enfonça le clou avec une dernière déclaration cinglante. Ce tribunal ne juge pas seulement une affaire de divorce. Il juge une tentative préméditée de destruction d'un homme innocent. Madame Dubois n'a pas seulement trahi son mari, elle a cherché à manipuler la justice pour anéantir sa vie. Nous demandons au tribunal de reconnaître ces faits et de statuer en faveur de Monsieur Dubois. Le juge, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, prit un moment pour analyser les preuves. Puis il prononça son verdict. Après examen des éléments présentés, il est établi que les accusations portées par Madame Dubois sont infondées et motivées par la malveillance. En conséquence, Monsieur Dubois obtient la garde exclusive de son fils. Madame Dubois bénéficie d'un droit de visite strictement encadré et devra suivre une thérapie avant toute révision de cette décision. Un silence tomba sur la salle. Je n'arrivais pas à y croire. Après des mois de lutte, de douleur et d'humiliation, j'avais gagné. Léa semblait figée, comme si son cerveau refusait d'accepter la réalité. Son avocat murmura quelque chose à son oreille, mais elle ne répondit pas. Lorsqu'elle se leva enfin pour quitter la salle, elle me lança un dernier regard. Pas de colère, pas de haine. Juste du vide. En sortant du tribunal, je vis Gabriel. Il n'avait pas tout compris, mais quand nos regards se croisèrent, il me sourit. Un sourire sincère, plein d'innocence. J'ai su à cet instant que tout ce que j'avais traversé en valait la peine. Les jours suivants furent étranges. Le soulagement était là, mais aussi une immense fatigue. Comme si mon corps réalisait enfin le poids de cette bataille. Puis vinrent les dernières conséquences juridiques. Mon avocat m'expliqua que Léa devrait assumer financièrement les répercussions de ses actes. Le tribunal a statué qu'elle vous devra une pension de 8 000 € par mois pendant 5 ans, m'annonça-t-il. Vous conservez également la maison, les biens communs et les comptes bancaires. Tout cela paraissait irréel. Léa avait parié gros et avait tout perdu. Pourtant, au fond de moi, je ne ressentais aucune jubilation. Juste une lassitude profonde. J'ai décidé de vendre la maison. Elle était devenue un mausolée de souvenirs douloureux. Avec Gabriel, nous avons emménagé ailleurs, dans un appartement plus modeste, mais empreint d'une nouvelle sérénité. Mais Léa n'avait pas fini de payer. Son entreprise avait joué un rôle clé dans toute cette histoire. Ils avaient soutenu Laurent, l'avaient aidé à diffuser son idéologie toxique. Mon avocat monta un dossier contre eux, et après plusieurs mois de négociations, une transaction fut conclue, 1,5 million € de dommages et intérêts. Quand je reçus le virement, je restai longtemps assis devant l'écran. Une somme qui pouvait tout changer, et pourtant, je ne ressentais rien. Mais je savais quoi en faire. J'investis dans l'avenir de Gabriel,
dans une thérapie pour nous aider à nous reconstruire. Et surtout, je tournais définitivement la page. Léa disparut progressivement de nos vies. Après quelques tentatives de contact, elle comprit que je ne lui répondrais plus. Un soir, alors que je regardais Gabriel jouer dans le salon, j'eus enfin cette sensation que je croyais impossible, la paix. L'histoire était finie. Et moi, j'étais enfin libre. Quant à Léa, je n'entendais presque plus parler d'elle. Ses visites à Gabriel étaient irrégulières, et à chaque fois que je la voyais, elle semblait plus pâle, plus fragile, comme une ombre de celle qu'elle avait été autrefois. Elle n'avait pas seulement perdu son mariage, mais aussi sa réputation et sa carrière. Son entreprise l'avait licenciée après l'affaire, et elle devait désormais affronter les conséquences de ses choix seule. Parfois, dans les moments de silence, je me demandais si elle regrettait ce qu'elle avait fait. Mais ses pensées étaient vaines, et j'avais appris à les laisser partir. Mon seul objectif était Gabriel, son bien-être, et la construction d'un nouveau chapitre, plus sain, plus lumineux. Le chemin avait été long, semé de douleurs et de trahisons, mais j'avais survécu. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais me regarder dans le miroir et y voir un homme qui avait traversé l'obscurité pour en ressortir plus fort. Les premiers mois après le divorce furent étranges, comme un équilibre fragile entre le passé et l'avenir. Tout était nouveau, inconnu, mais paradoxalement, je ressentais enfin une stabilité que je croyais perdue. La blessure laissée par Léa était encore là, parfois sourde comme un écho lointain, parfois violente comme une lame enfoncée dans la poitrine. Mais avec chaque jour qui passait, elle s'atténuait, remplacée par quelque chose de plus précieux, la liberté. Gabriel était au centre de mon univers. À 7 ans, il était plein d'énergie, curieux de tout, innocent face aux tempêtes que nous avions traversées. Son rire, son enthousiasme pour les choses les plus simples me rappelaient pourquoi j'avais tenu bon. Je voulais lui offrir une vie stable, sécurisante, sans drame, sans secret, un foyer où il se sentirait aimé et protégé. Nos journées étaient rythmées par une nouvelle routine, plus douce, plus apaisante. Je l'emmenais à l'école, venais le chercher, l'aider pour ses devoirs. Le soir, nous construisions des Legos, lisions des histoires ou inventions des mondes imaginaires avant qu'il s'endorme. C'était une simplicité que j'avais longtemps oubliée. Mais les questions finirent par arriver. Un soir, alors que je préparais le dîner, il leva les yeux vers moi avec son sérieux d'enfant. « Pourquoi maman n'habite plus avec nous ?» Je pris une inspiration, choisissant mes mots avec soin. Maman et moi avons décidé de vivre séparément, parce que nous ne nous entendions plus comme avant. Je marquai une pause avant d'ajouter, « Mais tu sais une chose ? On t'aime tous les deux, et ça ne changera jamais. » Il me regarda un instant, comme pour analyser mes paroles, puis hocha la tête avant de reprendre son dessin. Il acceptait ma réponse, même s'il ne pouvait pas encore tout comprendre. Léa, de son côté, refusait de lâcher prise. Elle m'envoya des messages, des lettres, tenta de me parler. « Je me suis trompée », écrivait-elle. « Je réalise maintenant ce que j'ai perdu. » Mais tout cela arrivait trop tard. 11 ans de confiance détruits ne pouvaient pas être effacés avec quelques excuses. Il n'y avait plus de retour possible. Quant à Laurent et sa petite secte de libération du couple, ils subirent eux aussi les conséquences de leurs actes. Après le procès, l'histoire éclata au grand jour. L'entreprise qui les employait ne voulut pas être associée à ce scandale et les licencia sans ménagement. J'appris par des connaissances que Laurent, autrefois si sûr de lui, peinait à retrouver un emploi, son nom désormais synonyme de scandale et de manipulation. Léa, quant à elle, enchaînait les petits boulots, incapable de reconstruire ce qu'elle avait détruit. Je devrais ressentir de la satisfaction en pensant à leur chute, mais en réalité, je n'éprouvais plus rien. La colère était partie. Il ne restait que l'indifférence. Je n'avais plus de temps à perdre avec eux. Petit à petit, j'ai commencé à rebâtir ma vie. Mon appartement, au début impersonnel, devint un foyer. Je renouai avec d'anciens amis que j'avais négligés durant mon mariage, et ils m'aidèrent à retrouver une partie de moi que j'avais oubliée. Avec eux, je me rappelais que la vie ne se résumait pas à la douleur et aux trahisons. Je me remis aussi à penser à moi. J'allais à la salle de sport, reprenais le dessin, me lançais des défis personnels, comme pour me prouver que j'avais encore le contrôle. Mais certaines nuits, quand Gabriel dormait paisiblement et que l'appartement était plongé dans le silence, mes pensées dérivaient. Je repassais ces derniers mois en boucle, mesurant tout ce qui avait changé. Et pourtant, malgré tout, une chose était claire, j'avais trouvé la paix. L'essentiel était là,
sous mes yeux. Gabrielle riait, courait dans le salon, se blottissait contre moi pour écouter une histoire. Son sourire suffisait à me donner la force de continuer. Je n'étais pas parfait. J'avais fait des erreurs, j'avais souffert. Mais j'avais aussi survécu. Et surtout, j'avais appris. La vie devant nous était un terrain vierge, prêt à être réinventé. Pour la première fois depuis des années, je regardais l'avenir avec confiance. Nous avions une seconde chance. Et cette fois, j'étais prêt à en profiter. Quant à Léa, je n'entendais presque plus parler d'elle. Ses visites à Gabrielle étaient irrégulières, et à chaque fois que je la voyais, elle semblait plus pâle, plus fragile, comme une ombre de celle qu'elle avait été autrefois. Elle n'avait pas seulement perdu son mariage, mais aussi sa réputation et sa carrière. Son entreprise l'avait licenciée après l'affaire, et elle devait désormais affronter les conséquences de ses choix seule. Parfois, dans les moments de silence, je me demandais si elle regrettait ce qu'elle avait fait. Mais ses pensées étaient vaines, et j'avais appris à les laisser partir. Mon seul objectif était Gabrielle, son bien-être, et la construction d'un nouveau chapitre, plus sain, plus lumineux. Le chemin avait été long, semé de douleurs et de trahisons, mais j'avais survécu. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais me regarder dans le miroir et y voir un homme qui avait traversé l'obscurité pour en ressortir plus fort. Les premiers mois après le divorce furent étranges, comme un équilibre fragile entre le passé et l'avenir. Tout était nouveau, inconnu, mais paradoxalement, je ressentais enfin une stabilité que je croyais perdue. La blessure laissée par Léa était encore là, parfois sourde comme un écho lointain, parfois violente comme une lame enfoncée dans la poitrine. Mais avec chaque jour qui passait, elle s'atténuait, remplacée par quelque chose de plus précieux, la liberté. Gabriel était au centre de mon univers. À 7 ans, il était plein d'énergie, curieux de tout, innocent face aux tempêtes que nous avions traversées. Son rire, son enthousiasme pour les choses les plus simples me rappelaient pourquoi j'avais tenu bon. Je voulais lui offrir une vie stable, sécurisante, sans drame, sans secret, un foyer où il se sentirait aimé et protégé. Nos journées étaient rythmées par une nouvelle routine, plus douce, plus apaisante. Je l'emmenais à l'école, venais le chercher, l'aider pour ses devoirs. Le soir, nous construisions des Legos, lisions des histoires ou inventions des mondes imaginaires avant qu'il s'endorme. C'était une simplicité que j'avais longtemps oubliée. Mais les questions finirent par arriver. Un soir, alors que je préparais le dîner, il leva les yeux vers moi avec son sérieux d'enfant. « Pourquoi maman n'habite plus avec nous ?» Je pris une inspiration, choisissant mes mots avec soin. Maman et moi avons décidé de vivre séparément, parce que nous ne nous entendions plus comme avant. Je marquai une pause avant d'ajouter, « Mais tu sais une chose ? On t'aime tous les deux, et ça ne changera jamais. » Il me regarda un instant, comme pour analyser mes paroles, puis hocha la tête avant de reprendre son dessin. Il acceptait ma réponse, même s'il ne pouvait pas encore tout comprendre. Léa, de son côté, refusait de lâcher prise. Elle m'envoya des messages, des lettres, tenta de me parler. « Je me suis trompée », écrivait-elle. « Je réalise maintenant ce que j'ai perdu. » Mais tout cela arrivait trop tard. 11 ans de confiance détruits ne pouvaient pas être effacés avec quelques excuses. Il n'y avait plus de retour possible. Quant à Laurent et sa petite secte de libération du couple, ils subirent eux aussi les conséquences de leurs actes. Après le procès, l'histoire éclata au grand jour. L'entreprise qui les employait ne voulut pas être associée à ce scandale et les licencia sans ménagement. J'appris par des connaissances que Laurent, autrefois si sûr de lui, peinait à retrouver un emploi, son nom désormais synonyme de scandale et de manipulation. Léa, quant à elle, enchaînait les petits boulots, incapable de reconstruire ce qu'elle avait détruit. Je devrais ressentir de la satisfaction en pensant à leur chute, mais en réalité, je n'éprouvais plus rien. La colère était partie. Il ne restait que l'indifférence. Je n'avais plus de temps à perdre avec eux. Petit à petit, j'ai commencé à rebâtir ma vie. Mon appartement, au début impersonnel, devint un foyer. Je renouai avec d'anciens amis que j'avais négligés durant mon mariage, et ils m'aidèrent à retrouver une partie de moi que j'avais oubliée. Avec eux, je me rappelais que la vie ne se résumait pas à la douleur et aux trahisons. Je me remis aussi à penser à moi. J'allais à la salle de sport, reprenais le dessin, me lançais des défis personnels, comme pour me prouver que j'avais encore le contrôle. Mais certaines nuits, quand Gabriel dormait paisiblement et que l'appartement était plongé dans le silence, mes pensées dérivaient. Je repassais ces derniers mois en boucle,
mesurant tout ce qui avait changé. Et pourtant, malgré tout, une chose était claire, j'avais trouvé la paix. L'essentiel était là, sous mes yeux. Gabriel riait, courait dans le salon, se blottissait contre moi pour écouter une histoire. Son sourire suffisait à me donner la force de continuer. Je n'étais pas parfait. J'avais fait des erreurs, j'avais souffert. Mais j'avais aussi survécu. Et surtout, j'avais appris. La vie devant nous était un terrain vierge, prêt à être réinventé. Pour la première fois depuis des années, je regardais l'avenir avec confiance. Nous avions une seconde chance. Et cette fois, j'étais prêt à en profiter. Mais c'est ce soir-là que tout bascula. Alors que je m'apprêtais à aller me coucher, une notification apparut sur mon téléphone. Un email. Aucune adresse expéditeur. Juste un sujet, tu crois vraiment que c'est fini? Un frisson parcourut mon échine. J'ouvris le message. Il contenait une seule pièce jointe, une photo. Une image granuleuse, prise de loin. Moi, en train d'emmener Gabriel à l'école, le matin même. Mon cœur se serra. Je me levai brusquement et allai jusqu'à la fenêtre. L'obscurité régnait dehors, la rue était calme, déserte. Mais quelque chose n'allait pas. J'eus la soudaine impression d'être observé. Je fermai le rideau, la gorge sèche. Qui avait pris cette photo? Léa? Laurent? Quelqu'un d'autre? J'avais cru que tout était terminé. Mais peut-être que l'histoire ne faisait que commencer.